Bonjour Didier Blanchet. Bonjour. Vous êtes directeur des études et des synthèses de l'INSEE, spécialiste de la comptabilité nationale. Vous vous intéressez à un sujet, une recherche des chercheurs du MIT qui essayent de chiffrer ce que serait un PIB bis, c'est-à-dire un PIB augmenté de la contribution qu'on ne voit pas, celle du numérique, des biens et services qu'on obtient gratuitement par le numérique. Alors, quels résultats est-ce qu'obtiennent ces chercheurs du MIT ? Oui, il s'agit de travaux d'Eric Brynjolfsson et co-auteurs. Ces auteurs appartiennent à un courant qui essaye d'évaluer ce que serait la sous-estimation de la croissance, le fait que la comptabilité nationale capte mal un certain nombre de produits de l'économie numérique. Alors comment est-ce qu'ils font, et notamment ce qui sont les services gratuits? Alors comment est-ce qu'ils font pour essayer de valoriser ces services gratuits? Ils font des enquêtes ou des expérimentations, ils demandent aux gens combien il faudrait leur donner d'argent chaque mois pour qu'ils acceptent de se priver des services de Facebook, par exemple, puisque c'est l'exemple qu'ils prennent. Et à partir, donc ça donne des évaluations monétaires indirectes du service qui est rendu par ce genre de produit. Et donc, voilà, c'est des choses qu'on peut essayer de rajouter au PIB. Et d'après les évaluations qu'ils donnent, ça aurait rajouté aux États-Unis depuis 2004 entre 0,05 et 0,11% de points de croissance annuelle. Alors ça peut paraître marginal, mais là il s'agit que de Facebook, parce que c'est un travail expérimental. Si on procédait aux mêmes évaluations pour tous les services gratuits rendus par le numérique, ça pourrait modifier assez sensiblement l'évaluation de la croissance. Donc c'est finalement assez faible. Mais les premières indications qu'on a montrent que ce n'est pas négligeable. Oui. Alors maintenant, faut-il le faire systématiquement dans le cas des comptes nationaux? Il y a tout un débat à avoir. C'est une approche intéressante, elle pose beaucoup de questions, des questions de faisabilité. On ne va pas réévaluer ce genre de choses tous les trimestres dans le cadre de la sortie des comptes trimestriels. Et puis, il y a une question plus large qui est un peu de savoir qu'est-ce qu'on attend du PIB. Parce que quand on discute des vertus ou des limites d'indicateurs, il faut aussi avoir en tête ce à quoi il nous sert. Le PIB, il sert avant tout à mesurer des flux monétaires. Typiquement, un des gros usages qu'on a, c'est que c'est ça qui nous sert de dénominateur pour évaluer, par exemple, la soutenabilité des finances publiques. On calcule des ratios déficit sur PIB, dette sur PIB, et c'est pas parce que tout d'un coup, il y a plein de choses qui vont se mettre à circuler gratuitement sur le web que la soutenabilité des finances publiques des différents pays va se trouver améliorée, parce que la base taxable qui permet de financer les dépenses publiques reste à peu près la même. Un autre usage majeur du PIB, c'est l'aide à la régulation macroéconomique conjoncturelle. C'est pas très intéressant de mesurer tous les trimestres ce qui a été échangé sur Facebook pour améliorer le pilotage de la politique monétaire. Donc de façon générale, comme je disais, quand on s'interroge sur un indicateur, il faut se poser la question de ce qu'on veut en faire. Ce que font ces auteurs, en fait, ils l'admettent d'ailleurs, c'est qu'ils essayent de tirer plutôt le PIB. D'ailleurs, ils ne disent pas qu'il faut laisser tomber le PIB. Ils l'appellent bien GDP-B pour dire que c'est un deuxième indicateur à mettre à côté. Leur démarche, c'est plutôt d'essayer de tirer le PIB vers un indicateur de bien-être, parce que c'est vrai que ces outils nous contribuent à notre qualité de vie, enfin, jusqu'à un certain point, parce qu'il y a aussi des effets négatifs. Le problème qu'on a si on tire dans cette direction, c'est que si on veut passer un indicateur de bien-être, peut-être qu'il y a un certain nombre de choses à rajouter au PIB, mais tous les critiques traditionnels du PIB vous diront que symétriquement, il y a énormément de choses à y retrancher. C'est pas sûr que ce qu'on retranchera ne sera pas largement supérieur à ce qu'on serait tenté d'ajouter au titre de l'économie numérique. Donc ça rouvre pour quelques dixièmes de points peut-être un débat, mais qui n'est pas un débat nouveau. Et il y a aussi une autre dimension, on le disait beaucoup dans les années 70, par exemple toute l'économie domestique, l'économie de proximité, tout ce qui est fait à la maison. À l'époque, les femmes travaillaient moins. Par exemple, ça serait si on le comptait dans le PIB, ça serait énorme en fait. Alors pour le coup, oui, ça serait vraiment énorme, et là encore, typiquement, je veux dire, c'est pas ça qui aiderait beaucoup à mieux piloter l'économie de façon conjoncturelle et ne répondrait pas davantage à cette question de bien mesurer le ratio dette sur PIB, enfin de rapporter les dépenses publiques à la base taxable des économies. Le débat sur étendre le PIB pour effectivement l'orienter vers une mesure du bien-être, donc c'est un débat qui est aussi vieux que le PIB. C'est un débat ce qui se discute, c'est savoir si c'est au PIB qu'il faut demander et au PIB qu'il faut rajouter ces choses. Donc le rapport Stiglitz qui était sorti il y a 10 ans avait plutôt pris la position de dire, voilà, dans ce qui fait la qualité de vie des populations, il y a des choses monétaires, donc ça on les mesure avec la comptabilité nationale, et puis il y a des choses un peu à la frontière qu'on peut essayer de rajouter au chiffre du PIB, et puis il y a des choses qui sont trop différentes pour que ça ait du sens de vouloir leur donner une valeur monétaire, et ils vont donc mieux mettre ça à part dans ce qu'on appelle des tableaux de bord
rapport qui combinerait des indicateurs genre PIB et des indicateurs plus qualitatifs. Des nombres de points donnés à la qualité, parce que là, on parle encore de quantité avec le PIB, ce qui n'est pas forcément la même chose. Merci beaucoup Didier Blanchet pour cet éclairage.